Bonjour à tous, Église du Monde porte son regard sur le Vietnam en tension depuis plusieurs semaines avec la Chine, et ce depuis l'installation d'une plateforme pétrolière chinoise dans les eaux territoriales vietnamiennes. D'importantes manifestations se sont tenues au Vietnam et ont fait plusieurs victimes. Face à la crise, les évêques vietnamiens ont appelé à une journée de prière pour la paix. Et dans un message, la conférence épiscopale a critiqué l'accord et l'amitié entre les partis communistes des deux pays, mettant, selon elle, la nation en péril. Alors que signifie cette crise et comment les chrétiens sont-ils mobilisés? Décryptage avec notre invité Régis Anouilh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Église d'Asie, qui est l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Alors, qu'est-ce qui se passe précisément au Vietnam? Il semblerait que la situation soit un petit peu compliquée, un peu confuse. Oui, il y a une situation de crise assez grave, parce que vous l'avez dit, il y a eu plusieurs morts, entre 2 et 4 morts, voire peut-être même une vingtaine, les chiffres sont un peu incertains, et des dizaines, une centaine de blessés, ainsi que des dégâts matériels importants, puisque des usines, des ateliers ont été incendiés, détruits. Donc une crise assez sévère dans ce pays qui est un pays communiste, donc qui est normalement, avec toutes les guillemets qu'il faut, policé, où l'ordre règne, si vous me passez l'expression. Et là, effectivement, donc une explosion de colère populaire. Alors, il faudra voir si cette colère est tout à fait spontanée ou pas, si elle est organisée, à qui répond-elle, mais néanmoins une situation de crise. Alors, je pense qu'il faut d'abord, pour s'extraire un petit peu du contexte purement local du Vietnam, pour effectivement comprendre que c'est un incident qui s'inscrit dans une actualité internationale assez chargée, ou en tout cas un contexte mondialisé. On le sait, les États-Unis sont la superpuissance qui domine le monde. Néanmoins, elle est en voie de retrait sur certains théâtres, et des acteurs locaux qui sont importants. Je pense à la Russie en Ukraine avec la question de la Crimée, mais également la Chine, donc sur cette frontière sud de la Chine, en mer de Chine méridionale, qui s'étend très, très bas au sud de la Chine. Eh bien, la Chine donc prend ses aises, ou en tout cas imprime sa marque. Et elle l'a fait de façon donc assez unilatérale début mai, lorsqu'elle a dépêché, lorsqu'elle a envoyé cette plateforme pétrolière, qui est un mastodonte. C'est une plateforme pétrolière, d'exploration pétrolière, qui représente un investissement de $1 milliard, j'ai lu quelque part, et qui est pour une exploration en eau profonde. Alors, ce n'est pas dans les eaux territoriales, comme vous le disiez en présentation, c'est dans la zone économique exclusive. Ce sont ces fameux 200 000 marins, qui vont des côtes d'un pays vers le large. Mais c'est une zone qui appartient au Vietnam et qui est reconnue comme telle? Ce ne sont pas les eaux territoriales qui s'étendent sur 12 000 marins, mais là, 200 000, donc c'est la zone économique exclusive. Donc tout ce qui est tiré de ces eaux-là appartient au pays qui ça appartient. Les bénéfices. Voilà, exactement. D'accord. Et là, donc, il y a un conflit de souveraineté, en quelque sorte, puisque la Chine affirme que ces eaux lui appartiennent et donc implante, comme elle le souhaite, une plateforme pétrolière. C'est la voie de l'un contre l'autre, en fait. C'est la voie de l'un contre l'autre. Alors, en tout cas, je le disais, l'Église vietnamienne s'est mobilisée aux côtés des Vietnamiens. Dans un message, la conférence épiscopale a critiqué l'accord et l'amitié entre les partis communistes des deux pays, mettant, selon elle, en péril la nation. Alors, comment comprendre ce message des évêques? Nous avons posé la question à Monseigneur Joseph Nguyen Chilin, évêque du diocèse de Thanh Hoa, situé à 150 km au sud de Hanoï. Il était de passage ces jours-ci en France. Écoutons son analyse. Au Vietnam, il faut distinguer entre le Parti communiste et le peuple en général. Le Parti communiste est actuellement sous la pression très forte de la Chine, parce que le Parti communiste vietnamien est très isolé du monde de la communauté internationale. Donc le parti, il est obligé à aller ensemble avec la Chine. Tandis que le peuple, de l'autre côté, depuis la chute du mur l'Est en Europe, on attend toujours la chute du régime communiste au Vietnam. On pense que pour résoudre le problème,
de l'invasion chinoise, il faut changer de régime. Donc, c'est ce que pense en général le peuple vietnamien. Régis Sadoué, je vous vois surpris en écoutant l'évêque dans ses derniers mots. Est-ce que c'est surprenant, venant d'un évêque vietnamien, de dire qu'il faut que le régime communiste au Vietnam disparaisse, quoi? Oui, il ne mâche pas ses mots, il ne pratique pas la langue de bois ou de buis. Il est effectivement direct et il se fait sans doute là l'interprète de cette volonté populaire. Alors, volonté populaire dont se gargarise, dont se revendique le Parti communiste, puisque le Parti communiste vietnamien exerce le pouvoir au nom du peuple. Mais bien sûr, ce peuple aujourd'hui ne se reconnaît pas dans ce Parti communiste. Voilà, il y a donc eu un conflit là de légitimité, en quelque sorte. Le parti est au pouvoir, fermement au pouvoir, et il est contesté, non pas dans la rue, à travers ces manifestations qu'on a vues, mais également plus globalement par l'ensemble de la société et de ses acteurs, dont l'Église est un acteur important. Et c'est un acteur qui est aux côtés du peuple, mais est-ce que ce changement de régime, c'est aussi ce que souhaite l'Église ? Alors l'Église ne milite pas, on ne fait pas de politique, bien sûr, au Vietnam comme ailleurs, mais néanmoins... Elle dit des choses et lorsque effectivement on lit ce que les évêques ont publié, alors il y a eu cet appel du 10 mai que les évêques ont lancé. Alors les manifestations ont commencé après, donc vers le 13 mai. Donc l'appel à la paix, à la prière, mais aussi à la défense de la patrie en danger, puisque les termes patrie en danger sont écrits par les évêques vietnamiens, vient avant les manifestations et leur dérapage de violence. Donc les évêques ça vient avant parce qu'ils pressentent un climat de tension. Sans doute. C'est un hasard du calendrier. Alors, après, on rentre sur la question de qui a déclenché ces manifestations, parce que, évidemment, quand je dis évidemment, cela semble évident à voir la manière dont elles sont déroulées, ces manifestations, elles ont reçu, sinon l'aval, voire les encouragements. En tout cas, au départ, elles ont été reçu cet encouragement des autorités. La police a laissé faire. Avant, effectivement, dans la rue. Voilà, avant que les dérapages n'arrivent et que la répression tombe, puisqu'aujourd'hui, des arrestations se multiplient, des jugements sont promis de manière rapide, sinon expéditive. Donc il y a là donc cette volonté des évêques de prendre voix, de prendre date dans ce débat politique qui s'instaure au Vietnam, et pour redire des choses qu'ils avaient dites il y a un an. Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement vietnamien avait lancé un processus assez transparent, de manière un peu inhabituelle, de rénovation, de refonte de la Constitution. Il avait lancé une consultation populaire, chacun étant appelé à s'exprimer. Et les évêques l'avaient fait, avaient saisi la balle au bond et avaient écrit de manière très, très claire qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, le monopole du Parti communiste sur le pouvoir n'avait plus lieu d'être, n'avait pas de justification, et que les évêques demandaient, au nom du peuple vietnamien, ils s'exprimaient là au nom du peuple vietnamien, 3 choses: la démocratie, le respect des droits de l'homme, une démocratie élective par voie d'élection libre et transparente, et enfin la séparation des pouvoirs. Donc ils remettaient en cause véritablement l'architecture sur laquelle est appuyé, est adossé ce régime. Donc il y a une volonté là des évêques de ne pas se cantonner aux sacristies, mais effectivement de prendre voix sur la place publique. Et c'est très net avec cette histoire de la Constitution il y a un an. C'est encore net aujourd'hui, il y a quelques semaines, donc quelques jours, en ce début du mois de mai, sur ces questions des manifestations. Est-ce que c'est une nouvelle affirmation de l'Église au Vietnam, ou est-ce que ça n'est pas nouveau ? C'est une montée en puissance. Effectivement, le régime s'est libéralisé, c'est indéniable. Il s'est ouvert sur un plan économique. Et d'ailleurs, les manifestations qu'on a vues avec la destruction de ces usines à capitaux chinois, ou en tout cas d'origine chinoise, puisqu'un certain nombre d'usines à capitaux singapouriens, taïwanais ont été détruits, voire coréens. Donc on est très loin de la Chine là, des intérêts directs de la Chine. Mais néanmoins, voilà, c'est la cible grande Chine qui a été prise par les manifestants. Pour répondre à votre question, donc ce régime s'est libéralisé sur un plan économique, s'est ouvert également sur un plan individuel, en sens que les libertés individuelles sont relativement respectées, en ce sens que la liberté des consciences, on ne va plus comme au temps du communisme dur, effectivement, chercher les gens dans leur fort intérieur, même si effectivement tout l'appareillage d'un parti unique, d'une absence de liberté de la presse, d'association subsiste. Donc tout ça est en place, et les évêques montent en puissance au fur et à mesure, effectivement, des années, on le voit, pour prendre place dans ce débat qui monte, puisqu'ils ne sont pas les seuls. Il y a des intellectuels libéraux qui le font, des blogueurs, des gens sur Internet qui sont arrêtés régulièrement, qui sont libérés au bout d'un certain temps. Mais donc cette société est en pleine ébullition, en quelque sorte, et les évêques sont au rendez-vous. Une société en pleine ébullition qui veut aussi s'affranchir finalement de cette figure
tutélaire chinoise. C'est ça Oui. le... C'est que d'un côté, on a effectivement, oui, la Chine est le premier partenaire économique du Vietnam. Ce n'est pas le premier investisseur, mais c'est le partenaire économique. Donc effectivement, d'un point de vue économique, elle est là. D'un point de vue politique, elle est là, puisqu'il y a une prétention, une volonté de la Chine de régner en quelque sorte sur son arrière-pays dans le sud-est asiatique, que sont les pays comme le Laos, le Cambodge. Et on rencontre là, effectivement, la Chine rencontre directement les intérêts du Vietnam, qui sont effectivement très présents dans ces pays, au Laos et au Cambodge. Mais du côté de la mer, du côté de cette mer de Chine méridionale, il y a là effectivement un heurt très fort de légitimité, de souveraineté entre la Chine, qui encore une fois annonce qu'elle domine l'ensemble de cette mer, et les voisins que sont les Philippines, le Vietnam, Brunei, l'Indonésie, la Malaisie, qui rechignent à cette domination. Alors face à ces événements, les évêques ont aussi appelé les catholiques à une mobilisation. C'était un appel à une journée de prière pour la paix. Est-ce que les catholiques se sont mobilisés dans ce qui se vit en ce moment? Oui, alors je crois que cette mobilisation a été laissée à l'initiative, la manière dont cette mobilisation devait se faire a été laissée à l'initiative de chaque évêque, mais le dimanche 18 mai, les églises étaient pleines, et non seulement les églises, c'est-à-dire qu'il y a eu des processions qui ressemblaient un peu à des manifestations, des catholiques qui brandissaient des pancartes pour défendre la patrie, chrétiens et non chrétiens sont ensemble, c'est marqué sur des choses tout à fait visibles, qui se sont terminées de manière très pacifique dans des églises par des prières, mais qui ont été visibles dans la rue. Donc oui, l'église, là, les 7% de catholiques vietnamiens se sont montrés aux côtés, effectivement, de l'ensemble de la population vietnamienne. Et les autorités ont laissé faire, laissent faire? Les autorités ont laissé faire. Alors, ce n'était pas, encore une fois, des manifestations, c'était des défilés avec, une fois, dans les églises, donc des prières, donc des choses tout à fait normales de l'expression du culte. Et là, ça se passait dans les enceintes, pas forcément à l'extérieur? Au départ, non. Après, oui. Et là, effectivement, les autorités ont laissé faire. Il n'y avait pas ces débordements de violence auxquels on a assisté entre le 13 et le 18 mai. Et l'Église, dans tout ça, est-ce qu'elle peut jouer finalement ce rôle de pacification qu'on attend d'elle? Oui, bien sûr. Alors, en tout cas, les évêques prennent les choses vraiment très à cœur. On se rappelle que lors du conflit pour la Syrie, le pape avait appelé à une journée de prière que l'ensemble de la planète prie pour cette question de la paix en Syrie. Et là, les évêques vietnamiens, sur le même ton, ont appelé à une journée de prière et de pénitence pour la paix dans leur pays. La paix dans leur pays, dans ses relations avec la Chine. Donc, il y a effectivement une situation explosive, parce qu'elle peut déraper. Il y a eu des accrochages un peu violents dans cette mer de Chine méridionale. Il n'y a pas eu de mort cette fois-ci. En 1984, parce que tous ces événements récents ont un ancrage historique. En 1984, il y a eu 64 morts. Et avant, en 1979, il y avait eu une guerre rapide, courte, mais extrêmement meurtrière entre la Chine communiste populaire et le Vietnam communiste lui aussi. Donc la Chine en était sortie plutôt défaite de cette guerre de 1979. Mais dans ce contexte donc chargé, effectivement, qui peut déraper, non pas à tout moment, mais où les enjeux sont effectivement assez lourds. Oui, bien sûr, les évêques appellent à la paix et à une certaine pacification, notamment après ces dérapages qu'on a vus et qui ont causé plusieurs morts. Et côté chinois, pour l'instant, pas de réaction? Alors, du côté de l'Église, non. C'est là où on est dans deux systèmes ecclésiaux extrêmement différents. Vous avez une Église qui est unie, qui est structurée du côté du Vietnam, une conférence épiscopale qui s'est dotée d'une commission justice et paix, qui produit des documents, des analyses. On a parlé de cette analyse sur la Constitution, cet appel à la patrie, à la défendre la patrie en danger il y a quelques jours. Du côté chinois, il est impensable, effectivement, de voir les évêques se mobiliser, car ils sont totalement, passez-moi l'expression, muselés. Alors, l'Église du Vietnam, on va y venir, elle connaît une vitalité indéniable. En témoignent les processions colorées, les églises remplies de fidèles, mais l'action sociale de l'Église reste interdite. Les explications avec Monseigneur Nguyen Chi Linh. Ça va beaucoup mieux par rapport à la période avant la chute du mur de l'Est. On pratique une politique beaucoup plus ouverte. Nous avons plus de liberté, mais seulement dans le domaine des cérémonies, des organisations, des activités à l'intérieur des murailles des églises ou des établissements catholiques. En dehors, on n'a pas droit encore
à ouvrir les écoles ou à s'engager plus profondément dans la société avec les hôpitaux ou les activités sociales. Il utilise, Monseigneur Chilin, l'expression à l'intérieur des murailles de l'Église, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Mais pourquoi est-ce que finalement, il y a une liberté de culte, on voit des processions dans la rue, pas de problème. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, d'écoles ? Le régime vietnamien, c'était dans un cadre d'un régime marxiste donné pour cadre idéologique la disparition progressive, inéluctable des religions. Il a bien constaté que ces religions ne tardaient à disparaître et avaient été plutôt résistantes, et donc a changé effectivement son fusil d'épaule lors de la politique de Doi Moi, d'ouverture à partir de 1986, et lorsque notamment il n'a plus eu les soutiens de l'ex-Union soviétique. Donc ayant dû changer effectivement son fusil d'épaule, il a ouvert les vannes. Et les vannes ont été ouvertes, mais pas entièrement. Elles sont effectivement limitées au fait que les églises, pas uniquement l'Église catholique, l'ensemble des religions finalement peuvent exister au sein des sanctuaires, au sein de l'Église, des places de l'Église, d'où l'importance effectivement de ces processions pour que l'Église affirme sa présence, son droit à la présence sur la scène sociale, mais au-delà, dans toutes ces églises d'Asie où les catholiques sont plutôt minoritaires, là c'est une forte minorité, 7% de la population encore une fois, eh bien un des moyens de présence ou d'action au sein de la société, c'est effectivement l'action classique, caritative, éducative, en matière de santé. Et là, effectivement, les écoles, il n'y a pas d'école catholique, il n'y a pas d'hôpitaux catholiques, il n'y a aucun moyen, effectivement, d'œuvrer directement en prise sur la société à travers ces outils sociaux, pourrait-on dire. Donc il y a une limitation, effectivement, encore très forte de cette liberté, même si la liberté de culte est aujourd'hui quasiment entière, et la liberté d'organisation de l'Église, c'est de recruter des séminaristes, de nommer des prêtres, de choisir ses évêques avec le Saint-Siège, avec le pape, est réel. Voilà. Donc il y a eu des progrès considérables, il faut le souligner, mais des progrès encore plus considérables restent à faire. Et là, c'est effectivement, il s'agit pour le régime de lâcher un petit peu son emprise sur la société. Et là, c'est difficile. Il y a des signes d'avancée d'une manière ou d'une autre, progressive ou pas ? Alors, ça dépend, ces avancées dépendront sans doute des intérêts du Parti communiste. Un prêtre vietnamien me disait récemment que, le Parti communiste ne comprend qu'une chose, c'est le rapport de force, et pour lui, la fin justifie les moyens. Il arrivera à changer, effectivement, à donner plus de liberté, plus de possibilités à l'Église de s'organiser lorsqu'il en sentira l'intérêt, pour lui. Aujourd'hui, on le voit, le Vietnam se trouve le dos au mur face à la Chine qui affirme ses ambitions, face à cette Chine conquérante, il a effectivement tendance, ce régime vietnamien, à aller chercher des soutiens à l'extérieur. Donc il y a eu un rabibochage avec l'ex-ennemi américain, et on a vu ces derniers mois, ces dernières années, un certain nombre de hauts dirigeants vietnamiens, du gouvernement, première chose, du parti également, se rendre au Saint-Siège, au Vatican, et rencontrer jusqu'à y compris le pape. Donc il y a une volonté effectivement d'élargir un petit peu cet horizon international face à un Vietnam qui se trouve le dos au mur en face de la Chine. L'état des relations entre le Vatican et le Vietnam, il est comment ? Il est bon ? Alors il s'améliore tout en nuances et avec des pas en avant, des pas en arrière. Alors les pas en avant, c'est notamment de façon un peu étonnante cette nomination il y a quelques années d'un représentant non résident du Saint-Siège au Vietnam, en la personne du nonce apostolique qui est à Singapour, Monseigneur Jireli actuellement. Donc ce nonce qui est à Singapour, donc l'ambassadeur du Saint-Siège à Singapour, est également nommé non pas nonce au Vietnam, cela voudrait dire qu'il a des relations diplomatiques pleines et entières. Elles n'existent pas, ces relations, mais il y a ce statut un peu inédit de représentant non résident, c'est le terme officiel, du Saint-Siège auprès du Vietnam. Et il va très régulièrement au Vietnam. Alors au départ, ses voyages étaient un peu contenus, il ne pouvait pas aller partout. Aujourd'hui, il est allé à peu près partout au Vietnam. Il est reçu, sinon comme le pape, en tout cas comme un personnage très important par l'Église, parce que l'Église, effectivement, sait recevoir dans ce pays. Et ce nonce qui ne dit pas son nom représente effectivement cette ouverture vers l'Église universelle, qui a été déniée aux catholiques vietnamiens pendant si longtemps. Donc oui, il y a une ouverture, mais
comme je vous le disais, on ne passe pas à des relations diplomatiques pleines et entières, on ne passe pas à cette place de la société, de l'Église dans la société qu'elle revendique. Et rappelons-le, une Église qui n'a plus de missionnaires étrangers depuis 54 et 75, 54 au nord, 75 au sud. Exactement. Donc c'est une Église qui est un peu fermée sur elle-même finalement ? Fermée, je ne dirais pas cela. C'est une Église extrêmement dynamique, extrêmement jeune dans son clergé, dans ses fidèles, dans sa volonté d'affirmer la liberté de culte. Mais qui a peu de contact avec le monde extérieur, c'est ça que je voulais dire. Non, là aussi les choses bougent. Les choses bougent, en ce sens qu'un grand nombre, quasiment tous les évêques, je pense, envoient beaucoup de leurs séminaristes ou de leurs jeunes prêtres en formation. Ils ont la possibilité de sortir du pays. Aujourd'hui, pour il y a quelques années, c'était encore très difficile. Depuis 10-15 ans, les choses se sont améliorées et ils vont en formation à Rome, aux États-Unis, à Paris, bien sûr, en Allemagne, en Corée, en Philippines. Donc un peu partout, là où il y a des centres de formation importants de l'Église catholique, pour effectivement s'ouvrir à cette dimension universelle. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que l'Église est véritablement missionnaire au Vietnam? Là, c'est toute la question de l'avenir de cette Église. 7% encore une fois de catholiques, mais une image plutôt bienveillante auprès des non-catholiques. Oui. L'Église a une bonne image auprès des non-catholiques, justement du fait de ces prises de position des évêques, du fait de cette revendication à plus de liberté. Maintenant, est-ce que cette bonne image peut se transformer en conversion? Là, la question reste entière dans la mesure où c'est une société qui connaît des transformations extrêmement importantes et rapides en matière d'urbanisation, d'exode rural. On l'a vu à travers ces usines qui ont été attaquées, donc à capitaux chinois, qui ont été attaquées par des manifestants et brûlées pour certaines. Ça dénote pas uniquement la haine de la Chine, en tout cas l'opposition à l'ennemi chinois. Ça représente également un certain mal-être social, en ce sens que les salaires n'augmentent pas par rapport à l'inflation qui est forte. On voit certains s'enrichir, d'autres qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Donc il y a des attentes extrêmement fortes qui naissent de ce développement économique, mais qui ne sont pas forcément répondues par l'état de la société actuellement, où, encore une fois, l'ensemble des leviers de pouvoir sont concentrés entre les mains du parti. Dans cette crise sino-vietnamienne, elle est finalement plus profonde. Et elle annonce peut-être aussi un tournant, des changements à venir pour le Vietnam. Elle révèle beaucoup de choses. Elle révèle effectivement beaucoup des tensions de la société actuelle et notamment de cette volonté d'aller plus loin, d'enclencher un peu plus que les réformes qui ont été concédées jusqu'à aujourd'hui ou menées par le Parti communiste. Donc évidemment à suivre avec attention. Une dernière question, Régis. C'est quoi le défi pour cette Église? Vous parliez d'une dimension missionnaire. C'est quoi un petit peu ce qui se profile pour l'avenir et les enjeux pour l'Église? Alors il y a un enjeu immédiat pour cette crise, parce qu'il va falloir quand même sortir de cette crise. Et l'Église n'en est pas un acteur majeur, mais elle est partie prenante. Et l'Église appelle à l'internationalisation de ce conflit. Le Vietnam est face à la Chine dans une relation bilatérale extrêmement défavorable au Vietnam, donc un appel à l'internationalisation, à une aide de la communauté internationale. Et sur le point ecclésial, un petit peu de la même façon, il y a aussi une nécessité pour le Vietnam de s'ouvrir. D'abord, le Vietnam envoie beaucoup de prêtres à l'étranger, aux États-Unis, en France, où ils sont missionnaires à leur tour, mais de la même façon, ce mouvement missionnaire devrait pouvoir se faire dans l'autre sens pour faire en sorte que cette Église continue effectivement à nourrir les 93% des Vietnamiens qui ne sont pas catholiques. Merci beaucoup, Régis Hadouille. Je précise aux téléspectateurs que si vous souhaitez en savoir plus sur le Vietnam et sur les autres églises d'Asie, eh bien, il vous suffit de consulter le site internet mepasie.org. Il s'affiche sur vos écrans. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site. Très bonne semaine à tous. Au revoir.